Bonjour, bienvenue au Space et sur l'espace pour demain. Nouvelle formule avec 3 espaces en un, l'espace exposition, l'espace atelier expert et l'espace forum où nous sommes. Nous conservons donc le principe des tables rondes avec chaque matin à 10h30 un thème autour de celui choisi pour cette année. Élevage, énergie, de nouvelles synergies. On va voir tout de suite ces éléments-là avec justement un magnéto qui va nous permettre d'en avoir un peu plus d'aperçu. A tout de suite. L'énergie va prendre de plus en plus de place dans les exploitations parce qu'on voit bien que ça progresse tranquillement et ça monte, donc il faut trouver des solutions alternatives. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé vers ce type de solution qui est la chaudière biomasse. La chaudière biomasse, c'est une chaudière à plaquettes qui produit de l'eau chaude primaire pour différents réseaux de chaleur. Morel Énergie, c'est une structure de méthanisation en commun avec mon frère. Donc c'est regroupement de 2 élevages, lait et porc. Et on produit du biométhane qu'on injecte dans le réseau de fougères. Un réseau de 3 km qui a permis d'alimenter l'équivalent de la consommation de 1600 foyers par an. Donc mon exploitation aujourd'hui, c'est 300 truies naissants engraisseurs. J'ai découvert plusieurs procédés et la méthanisation passive me paraissait la plus simple. On vient juste couvrir une fosse, on récupère le biogaz, on alimente une chaudière et on vient chauffer l'élevage. La partie énergie est une composante de notre métier qui permet toujours de continuer à mieux produire pour les consommateurs. Il y a une fierté pour les voisins, pour les amis que mes enfants côtoient. Quand ils viennent sur la ferme, je suis fier d'être agriculteur. Ces structures, ce projet-là m'a apporté une qualité de vie que je n'avais pas avant. Voilà, on souhaitait vous apporter ces éléments de témoignage d'éleveurs qui, tout au long de ce space, sont présents et nous permettent justement d'apporter de proposer en tout cas des exemples, des modèles d'exploitation qui réussissent en matière de production et d'économie d'énergie. On va tout de suite donner la parole à Didier Lucas qui va nous faire un peu d'éléments de contexte et des enjeux autour de cette question de l'acceptabilité sociétale des projets territoriaux de production d'énergie. Bien, bonjour à tous et merci de votre présence. Donc, le thème de cette table ronde, c'est quelle acceptabilité sociétale des projets territoriaux de production d'énergie. Et en tant qu'agriculteurs, on voit quelques freins de temps en temps, mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que la Bretagne est dépendante de 80% de sa production, de la production nationale d'électricité, de 96% en gaz, et de nombreux projets d'énergie renouvelable se mettent en place, qui des fois par la société sont un petit peu décriés. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important entre l'hydroélectricité, entre l'éolien, les projets photovoltaïques, la méthanisation, je pense qu'il est important d'échanger avec la société, qu'il y ait un partage, que tout le monde comprenne bien que ça ne se fera pas sans trouver un équilibre entre l'environnement, la consommation alimentaire, la production d'énergie alimentaire. Et tout ça, ça fait permettre aux agriculteurs de se retrouver au centre de la société, produire de l'énergie et de l'alimentation. Et pour nous, à la Chambre d'agriculture, c'est très important. Donc on a invité plusieurs personnes à échanger ce matin pour expliquer les intérêts des uns et des autres sur ce dossier. Donc Alexis Géraud de France Nature Environnement, François Girard, agriculteur et membre de la SEM, Mauges et Éole du Grand Frêne du parc éolien, Louis Potrel, président des maires ruraux d'Ille-et-Vilaine, Dominique Ramard, président du syndicat d'énergie des Côtes d'Armor et de la SEM Énergie 22, et Frédéric Chevalier, qui est en charge des territoires à la Chambre régionale d'agriculture 35. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un bon débat, je vais vous transmettre la parole. Je pense que ça permettra à chacun de peut-être se comprendre demain quand il y a des nouveaux projets et puis d'avoir une meilleure acceptabilité sur le terrain. Merci Didier et on vous laisse suivre cette table ronde en tant que président de l'Espace pour demain.
À noter que, par exemple, il y a une enquête de l'IFOP pour le syndicat des énergies renouvelables de 2021 qui relève que 80%, 88% des Bretons souhaitent que l'État encourage les énergies renouvelables en France, mais personne en fait n'en veut près de chez soi. Donc à la fois du paradoxe, on va dire parfois même des complexités de comportement, voire un côté un peu schizophrénique dans ces approches. Juste un petit point de vue des uns et des autres très court sur est-ce que vous constatez justement cette problématique à la fois du côté citoyen et puis en même temps des comportements qui ne sont pas toujours, on va dire, équivalents. Et c'est pas aussi simple que cela en fait finalement d'avoir à la fois le citoyen et le consommateur au bout du compte. Dominique Ramard, très court. Donc vous êtes le président du syndicat départemental d'énergie des Côtes-d'Armor et de la SEM Énergie 22. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Donc, très court. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je pense que non seulement les Bretons majoritairement veulent des énergies renouvelables chez eux, mais y compris, il y a une bonne partie des Bretons qui en veulent à côté de chez eux, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui une conscience du besoin de produire de l'énergie en Bretagne. D'accord, mais sans doute pas à n'importe quel prix aussi. C'est là aussi. Je pense que maintenant, ils ont même compris qu'en avoir à côté de chez eux, c'est peut-être un moyen d'avoir des prix moins élevés à terme. Ça sera moins cher d'avoir de l'énergie produite chez nous que d'acheter encore à l'étranger. Très bien. Alexis Jaour, représentant donc de France Nature Environnement. On reviendra sur ce qu'est France Nature Environnement. Votre regard sur ce côté un petit peu schizophrénique du côté citoyen-consommateur à la fois? Oui, alors au nom de l'association que je représente et un peu au nom des citoyens qui sont nos adhérents, effectivement, il y a cette alors schizophrénie, je ne sais pas, mais une ambivalence dans les comportements. Les énergies renouvelables, quelles qu'elles soient, de toute façon, sont toutes, malgré leurs atouts, avec impact. Il n'y en a aucune qui est anodine, il n'y en a aucune qui n'a pas d'impact. Que ce soit paysager, que ce soit fantasmatique parfois, que ce soit esthétique, visuel, voilà. Et donc, effectivement, et y compris dans nos rangs de nos associations, nous avons ces deux comportements. Oui. Des gens qui sont extrêmement favorables, je prends un exemple, à l'éolien en mer, les mêmes, parce qu'ils savent que ça peut être à côté de chez eux, le sont beaucoup moins par rapport à l'éolien terrestre, même si sur le principe, pour nous, c'est une des meilleures énergies. Donc je suis en fait tout à fait en accord avec le fait qu'il faut travailler ça. Oui, c'est un sujet en tout cas. Et il y a des moyens pédagogiques donc, à mettre en place. Louis Potrel, vous êtes donc président des maires ruraux d'Ille-et-Vilaine. Vous êtes vraiment en phase avec l'ensemble des élus terrain. Vous le sentez, ce comportement un petit peu schizophrénique, peut-être y compris même de la part des maires eux-mêmes? Si vous voulez, tout dépend de la taille, de l'envergure du projet. Ouais. Un particulier qui va mettre du photovoltaïque sur sa maison, il n'y a pas de problème. Un agriculteur qui va mettre du photovoltaïque sur un bâtiment agricole, sur une stabulation, il n'y a pas de problème. Un projet où on va mettre du photovoltaïque au sol avec une certaine envergure, il y a des questions qui vont se poser. Très bien. Aujourd'hui, les gens sont sensibles à cette production d'énergie renouvelable avec la hausse qu'on subit notamment depuis la guerre en Ukraine. Je serais tenté de dire, pour des projets de moyenne, grande dimension, les gens sont plutôt favorables, mais pas trop près de chez eux. Ouais. Voilà. Oui, d'accord. Très bien pour on va dire ce préambule, comme on dit. Voilà. À vos côtés, donc François Girard, merci d'être parmi nous également. Vous venez du Maine-et-Loire, vous êtes agriculteur et vous avez travaillé. Alors, on va revenir avec vous dans quelques instants sur le détail de tout cela. Le côté un petit peu schizophrénique ou de comportement qui entre le côté citoyen et puis le côté, on va dire, consommateur. Est-ce que vous le retrouvez également parmi tous ceux que vous côtoyez? Oui, tout à fait. Je partage ce qui vient d'être dit, avec une évolution quand même. Nos premiers projets remontent à plus de 10 ans. Ouais. Aujourd'hui, on ressent un peu plus de questionnement, voire d'opposition, on peut le dire, surtout quand c'est près de chez soi. Ouais. Donc, voilà, l'ambivalence, un peu la contradiction. Certains nous ont dit très récemment, des agriculteurs de ma commune, ce que vous faites c'est très bien quoi, mais on veut pas d'éoliennes à côté de chez nous. Bon bah,
Voilà. C'est parfois compliqué, quoi. C'est parfois compliqué. On veut bien le comprendre. Frédéric Chevalier, vous êtes donc élu Chambre d'agriculture de Bretagne en Ille-et-Vilaine. Vous occupez du territoire. Vous aussi, vous le vivez, ça. Vous êtes également élu du côté de... Du côté de Brocéliande. Voilà, d'accord, Voilà, de Pays de pas très loin Brocéliande. d'ici. Voilà, c'est ça. Il y a pas mal de projets Il y a pas mal de projets et d'installations en place. Mais d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Juste vous dire par rapport à l'énergie, mais plutôt des données générales, une globalité. Mais la société telle qu'on vit aujourd'hui, on s'est créé d'énormément de besoins en termes d'énergie. Et de fait, il faut aussi qu'on accepte et qu'on prenne qu'on a des besoins. Il faut, d'une manière ou d'une autre, il faudra trouver des solutions pour pouvoir la produire, cette énergie. Je rappelle aussi quand même que sur cette planète, il y a encore 700 millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité, tout simplement. Et nous, on a des besoins d'énergie pour bien d'autres choses que ça. Donc déjà, ça, c'est juste un rappel que de toute façon, il faut qu'on trouve des solutions. C'est aussi l'intérêt de pouvoir partager à cette table ronde avec diverses opinions, mais qu'on trouve des solutions sur le territoire. Les agriculteurs vont y participer. Alors moi, je suis dans un secteur où effectivement il y a beaucoup de projets, donc on va en discuter tout à l'heure. C'est peut-être un peu... Voilà, juste par rapport à ce côté un petit peu de comportement citoyen, consommateur, est-ce que vous le ressentez également là où vous êtes, en Pays de Brocéliande, et en tant qu'élu également ? Je pense que le comportement, on le crée selon la manière dont on amène les projets. Après, je dis que ça pour l'instant, mais vous le développerez après. On développera plus tard, voilà. Très bien. Alors, je vais redonner la parole à votre voisin ici présent, donc François Girard. Vous êtes donc agriculteur, producteur de lait dans la partie sud-ouest du département du Maine-et-Loire. Et comme vous l'évoquiez, vous vous êtes lancé il y a maintenant un peu plus de 10 ans dans le fait de mettre en place des parcs éoliens qui soient propriétaires des habitants. Donc, vous avez travaillé ce sujet-là. C'était assez novateur à l'époque. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous un tout petit peu votre histoire. Aujourd'hui, il y a 4-5 projets qui sont sortis de terre, d'autres qui sont encore en cours d'instruction, on va dire. Mais pour en arriver là, il y a eu pas mal de travail en amont. Aujourd'hui, vous réunissez à peu près 3000 habitants, 4000 habitants qui sont propriétaires quelque part de ces parcs. C'est complexe à mettre en place, mettre tout le monde autour de la table, en quelque sorte. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle les projets citoyens. Où les habitants d'un territoire s'organisent pour être propriétaires des installations de production d'énergie renouvelable. En l'occurrence, on a travaillé sur l'éolien, mais on a des projets aussi sur photovoltaïque, des photovoltaïques sur décharge. L'idée a démarré d'une question. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît les parcs éoliens et en a vu près de chez soi ou un peu plus loin. Mais est-ce qu'un jour vous êtes posé la question, vous les jeunes devant là, à qui appartiennent ces éoliennes? Est-ce que vous savez à qui appartiennent ces éoliennes? Et demandez à vos parents, est-ce qu'ils savent à qui appartiennent les éoliennes? Qui est-ce qui les exploite? Qui est-ce qui vend l'électricité? Vous savez tous que ça produit l'électricité, qu'on achète, qui arrive chez nous, et c'est vos parents qui payent sur les factures. Voilà. Et notre démarche a démarré de cette question où on se rend compte très rapidement que ces projets appartiennent à des sociétés qui ont très souvent rien à voir avec le territoire sur lequel les éoliennes sont implantées. Bien souvent, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de capitaux. Ça appartient à des fonds de pension ou des capitaux qui appartiennent à des sociétés parfois, pour ne pas dire assez souvent, à l'étranger. Et en fait, c'est tout ce qu'on ne voulait pas. C'est-à-dire, on s'est dit avec quelques agriculteurs voisins de nos communes, eh bien d'accord, pour accepter des nouvelles éoliennes dans nos communes, sur nos terres agricoles, dans nos exploitations, à condition qu'on en soit propriétaire. Et quand je dis on, ce n'est pas seulement la population agricole, mais c'est tout l'ensemble des habitants, quelle que soit leur profession, quel que soit là où ils habitent, dans les bourgs ou en campagne. Est-ce qu'on est capable de s'organiser collectivement pour mettre un petit peu d'argent tous ensemble dans une société qui va acheter les éoliennes plutôt que ce soit des fonds qui viennent de Suisse, d'Allemagne ou d'ailleurs. Voilà, c'est ça l'origine de la réflexion. Le dire chez soi, entre copains, devant une tasse de café, c'est relativement facile. Mais après, il faut y mettre beaucoup d'énergie.
Et là, c'est de l'énergie humaine. Ouais. Et, vous avez été entendu par les collectivités ou les habitants eux-mêmes, ils vous ont pris pour un fou il y a 10-12 ans, on dit « Ah, c'est super, banco, on y va, on tape dans la main et on sort le chéquier ». Ça n'a pas été aussi spontané. Même autour d'une tasse de café, quoi. Dans un cercle restreint, suite à une démarche de groupement d'achat photovoltaïque au niveau agricole, on a pu créer une émulation. L'adhésion plus large a mis du temps et a demandé beaucoup de réunions d'information. Donc pour le faire, on a créé une association qui s'appelle Atouvent Chemillois. Vous pourrez regarder sur le site, vous tapez Atouvent Chemillé et vous allez voir, il y a de la communication sur nos démarches. Et on a fait énormément, on était à peu près 25 bénévoles dans l'association et on a travaillé pendant 3 ans pour communiquer, mais aussi beaucoup se former. On est parti d'un moment où on n'y connaissait rien dans ces domaines-là. C'est des investissements. 5 éoliennes, ça coûte entre 20 et 25 millions d'euros. On n'a jamais acheté ça, même quand on est agriculteur, on fait des investissements importants. Mais là, on passe dans une autre dimension et on s'est formé. On a été chercher des informations, beaucoup aidé par Énergie Partagée, le réseau national, qui a créé une association qui fédère tous les projets en France pour porter des projets citoyens. Et ben, de fil en aiguille, on a réussi à gagner la confiance d'abord de 350 habitants, principalement situés sur Chemillé en Anjou, qui ont apporté un peu d'argent. On a réuni plus de 3 millions de fonds propres. Ensuite, on a gagné la confiance des banques, dont certains sont là, je les salue, et pour financer le projet. Et ce premier parc mis en place en 2016, ça fait 7 ans qu'il est exploité, la gouvernance est citoyenne. En l'occurrence, le premier, j'en suis le président, donc on l'exploite comme je peux exploiter mon exploitation agricole. Et on en a fait 3 autres dans la foulée, et actuellement, il y en a 4 autres qui sont à différents stades de développement, toujours avec l'objectif que ça appartienne aux gens du territoire. Alors, ce n'est pas seulement un objectif de capitalisation, mais c'est aussi un objectif d'emmener le maximum de gens dans la production d'énergie renouvelable et la transition énergétique. Qui se sentent directement en responsabilité par rapport à cela. Je vous dirai la parole tout de suite, Dominique. Juste une précision, par rapport à ces parcs éoliens que vous avez essayer de mettre en place avec l'ensemble des habitants, des collègues éleveurs, agriculteurs. Est-ce que ce sont des parcs éoliens ou des projets qui devaient sortir de terre et que vous avez réussi à rattraper, on va dire, par la Manche en disant non, on va s'en occuper, ou est-ce que c'est vous qui avez décidé de monter ces parcs par vous-même, entre guillemets, et avec ensuite l'appui de techniciens, de spécialistes, bien sûr? Alors, les 4 parcs actuellement en exploitation, c'est ce que vous avez expliqué, c'est des projets qui ont été initiés par des développeurs, des industriels, et qu'on a, alors pour reprendre votre expression, rattrapé un petit peu avant construction. C'est-à-dire qu'on a rencontré les investisseurs pour leur dire vous avez fait un bon travail de développement, vous avez pris des risques, ça vaut de l'argent, on va vous payer votre développement. Par contre, au niveau de la construction et de l'exploitation, on veut pouvoir le gérer par nous-mêmes. Sur les 4 autres parcs actuellement en développement, il n'y en a que 2 où les citoyens sont vraiment à l'origine. Mais ça nécessite d'autres compétences. C'est possible, il faut savoir se faire entourer. Très bien. Alors Dominique Ramard, je voulais également vous entendre, peut-être une réaction par rapport à cette expérience, elle est plutôt intéressante, hein, cette approche. Oui, et puis en fait, ce sujet, par exemple, de l'investissement local dans les projets, il est fondamental pour que les projets soient acceptés. Quand on a créé la Société d'économie Énergie 22 en 2018, comme d'autres syndicats départementaux d'énergie ont pu le faire donc en Bretagne et ailleurs, c'est bien pour que les collectivités, membres du syndicat, donc communes et intercommunalités, en Côte d'Armor, c'est toutes les collectivités qui sont adhérentes de notre syndicat, c'est pour qu'elles puissent, par notre intermédiaire et par l'intermédiaire de la SEM Énergie 22, prendre des parts dans les projets de production d'énergie renouvelable. Parce qu'on avait la même réaction. On se disait, on voit des éoliennes dans le paysage, on ne sait pas à qui elles appartiennent, on ne sait pas où va l'argent, les revenus qui vont être dégagés par le parc. Et donc pour moi, il faut reterritorialiser la production d'énergie renouvelable. Et ce n'est pas seulement en poser sur notre territoire, mais c'est vraiment qu'on s'implique dans les projets. Donc
très en amont pour certains projets, au moins en investissement, et surtout veiller à ce que les revenus dégagés par ces projets, ils retombent sur le territoire. Et donc le syndicat d'énergie, aujourd'hui, on a 60% du capital de cette société. La Banque des Territoires, qui est une banque publique, en a 15%. Donc aux 3/4, c'est de l'investissement public dans ces projets. Et aujourd'hui, on a des parts dans des projets éoliens en Côte d'Armor, dans des projets photovoltaïques et bientôt dans de la méthanisation. Il faut relocaliser la production et ça veut dire une implication des acteurs du territoire. Très bien. Louis Potrel, quand vous entendez justement également ce témoignage de François Girard, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un modèle qui vous intéresse justement en termes d'approche pour les différents projets? Bien entendu, comme vous l'avez évoqué, il faut tenir compte des tailles de projets et de leurs spécificités, bien entendu. Oui, c'est une très très belle démarche parce que cette démarche-là associe la population et permet de construire ensemble le projet. Donc on va vers une acceptabilité beaucoup plus facile. Je tiens quand même à rappeler qu'au niveau national, 33% de notre population, c'est les territoires ruraux. Et au niveau de l'espace, 88% de l'espace appartient aux territoires ruraux. Donc c'est nous qui avons la terre, l'eau, les forêts et donc la part la plus importante d'ensoleillement. Et c'est pour ça qu'on a intérêt à être stratégique sur le dossier des énergies renouvelables, de la production, parce que souvent les territoires ruraux souffrent d'un manque de retombées, notamment économiques. Économique, oui. Et je pense que ça peut être une source intéressante. Une chance pour nos territoires de profiter de ces activités-là. Mais ça passe par une prise en main des dossiers et des projets. De toute façon, tous ces projets, tous ces dossiers, ils passent par la collectivité pour être validés ou pas? Non, pas obligatoirement? Il passe toujours par la collectivité. Ce que nous a proposé mon collègue, là, qui est à ma gauche... François Girard. François Girard, voilà. François, c'est un projet local, donc automatiquement, porteurs de projets, acteurs locaux travaillent main dans la main. Sur d'autres projets, les élus locaux peuvent être beaucoup plus éloignés en ayant l'information au dernier moment, malheureusement. Oui, vous êtes même plus sévère. Vous dites carrément que très souvent, on donne notre avis, mais bon, de toute façon, c'est le préfet qui décide, et de toute façon, ça ne sert à rien, il décidera comme il voudra. Donc, vous dites que finalement, vous n'avez pas vraiment une vraie voix au chapitre, quoi. Non, je suis d'accord, oui. Un certain nombre C'est ce que vous dites, en tout cas. Un certain nombre de projets. Le permis de construire n'est pas signé par le maire, mais est signé par le préfet. Et puis après, nous, on gère comme... service après-vente. Au mieux. Mais je trouve ça dommage. Voilà. Mais donc ça veut dire qu'à aucun moment dans la chaîne de décision jusqu'au préfet, vous êtes intervenu, vous avez pu dire si, là on est d'accord, là non, on n'est pas d'accord, ou est-ce que vous avez pu même si ça n'a pas été au final retenu, vous avez pu donner votre avis à un moment donné? Je dirais que pour un permis de construire, je prends l'exemple d'une méthanisation, il est signé par le préfet, le maire n'a plus rien à dire. D'accord. Donc, c'est là où intervient votre idée de peut-être avoir, notamment parce que vous représentez 88% des surfaces en France, qu'on prenne plus en compte, qu'il y ait peut-être un prorata pris en compte sur la partie spatiale, sur l'espace, plus que sur la partie purement démographique. Tout à fait. Comme disait François tout à l'heure, il a mis du temps à rassembler, à convaincre. Et je pense qu'il y a des projets, s'il y avait un temps de concertation, d'échange en amont, ils verraient plus facilement le jour, ils se concrétiseraient beaucoup plus vite. Alors, à vos côtés, il y a Alexis Jarraud. Alexis Jarraud, donc vous êtes représentant de France Nature Environnement. Votre association intervient régulièrement dans des discussions, dans des concertations sur des projets. C'est un regroupement d'autres associations qui existent, comme Bretagne Vivante.
dont vous êtes également le représentant. Également, qu'est-ce qu'il y a Eau et Rivière, par exemple, qu'on connaît bien. Bon, ce sont, c'est vrai, beaucoup d'associations qui souvent sont très remontées sur un certain nombre de projets parce qu'ils estiment quoi? Ils estiment que c'est monté trop rapidement. C'est un peu aussi de la politique politicienne parce qu'ils ne sont pas d'accord sur cela. Comment vous voyez les choses? Alors, c'est votre point de vue aussi, hein, donc on l'écoute avec intérêt. Oui, merci. Alors, en fait, d'abord, je tiens à dire que je suis assez admiratif du travail qui a été fait pour installer des champs d'éoliennes de manière participative, parce que ça correspond exactement au modèle que vous souhaiteriez. Complètement, mais même à ce qu'on a développé en interne. Je répondrai ensuite. Oui. Sachez par exemple que, et c'est ouvert au public, sur notre site FNE, nous avons développé des outils qui sont quasiment faits pour ça. C'est-à-dire, ça s'appelle des scopes, métascope, éoloscope, photoscope. C'est une méthode clé en main permettant de rassembler les idées, les gens, les entendre, élus comme partenaires privés ou simples citoyens, de manière à aller vers des acceptations beaucoup plus importantes des projets qui, au départ, effectivement, heurtent la sensibilité des riverains ou des citoyens, tout simplement. Donc, je trouve que là, la démarche correspond parfaitement à ce que nous essayons de défendre. Alors, je rappelle juste, ça va surprendre personne, que autant nous sommes totalement, mais alors totalement favorables au développement des énergies dites renouvelables, éolien, photovoltaïque, agri, biomasse, etc., virgule, pas dans n'importe quelle condition. Pourquoi? Parce que nous, ce que nous défendons au travers des centaines de milliers d'adhérents que nous avons, c'est la défense, ce sont des grands mots, mais vu dans le détail, de la biodiversité, de l'environnement au sens qualité de l'eau, de l'air, etc., faune, flore. Et donc, parfois, il arrive qu'il y ait des risques dans le développement d'une énergie pourtant dite renouvelable. Aucune activité est sans impact. Il y a des risques dans la méthanisation, il y a des risques dans l'éolien et aussi dans le volta, puisque ça peut avoir des impacts par ombre ou par, entre guillemets, dénaturation d'un sol agricole, enfin, pas rentrer dans le détail, mais nous, on est là pour être en veille alerte, si vous voulez. On n'est pas là pour s'opposer du tout, a priori, au développement, au contraire. On voudrait que ce soit un développement qui soit en convergence entre des besoins énergétiques et une participation citoyenne, mais également et surtout, vu de notre point de vue, dans la défense de ce qui nous fait vivre. Donc, FNE, pour revenir à votre question, moi je suis FNE Bretagne, parce qu'il y en a par région. Les associations qui sont fondatrices de FNE Bretagne, ça va de effectivement certaines qui sont totalement focalisées sur les milieux aquatiques, à d'autres qui font une approche de défense de la nature, par exemple, biodiversité, par la défense des paysages. Et là, on imagine bien l'histoire des éoliennes, etc. Donc, il y a une représentation citoyenne des défenseurs, entre guillemets, de la nature, qui est véritablement multiple. Et c'est quelque chose qu'on recherche de manière à ne pas se regarder le nombril entre nous, et qu'on ait vraiment un éventail de population qui représente quelque chose. Mais n'avez-vous pas le sentiment que les associations que vous représentez apparaissent aux yeux notamment des professionnels, des éleveurs, peut-être également parfois des collectivités ou d'autres, comme essentiellement sur une opposition un peu systématique? Alors, vous avez trouvé des exemples qui montrent que vous avez été très constructif sur tel ou tel point, mais plutôt, on va dire, dans l'opposition systématique, et que peut-être ce que vous prônez là aujourd'hui, le dialogue, la discussion, c'est quelque chose qui ne ressort pas aussi facilement dans la façon dont peut-être vous communiquez ou la façon dont vous apparaissez, parce qu'il y a des manifestations, des collectifs qui se montent, des opérations un peu punching, qui font qu'on se retrouve avec des blocages, tout simplement. Je vais même aller plus loin que vous. Ce que la population retient, sauf les convaincus de chez nous, ce sont nos actions, malheureusement ça va jusque-là, parfois en justice, où effectivement on va jusqu'à essayer de faire revenir sur quelque chose qui a été installé et qui provoque des dégâts à l'environnement, ou bloquer, faire durer. Mais ça, c'est la partie
que nous ne recherchons pas émerger de l'iceberg. Oui, mais c'est la partie peut-être la plus médiatique, c'est ça. la partie, mais c'est naturel. Les médias, bon, la majeure partie du temps, moi je pourrais vous citer des dizaines d'exemples, effectivement, où on travaille, y compris avec mes camarades présidents de chambre d'agriculture, je parle pour moi, Finistère, sur des recherches de solutions, aussi bien dans des diagnostics agricoles que dans de la préservation en commun de réserves naturelles, où on permet, alors que ce sont des réserves nationales hyper réglementées, à des exploitations agricoles de fonctionner à l'intérieur. Enfin, je veux dire, on n'est absolument pas, fondamentalement, dans une démarche d'opposition systématique. Je répète, on est totalement parmi les gens les plus favorables au développement des énergies renouvelables. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire tout et n'importe quoi. Je reprends l'exemple de l'agrivoltaïsme. Ça a été cité tout à l'heure. Tout ce qu'on peut utiliser en termes de terrains qui ne sont plus viables, les décharges, les bâtis. Jusque-là, personne ne discute, tout le monde trouve ça très bien. Dès qu'on commence à dire agrivoltaïsme au sol, c'est pas qu'on est contre, c'est juste de dire comment. Et actuellement, moi j'observe qu'il y a des projets de plus en plus pointus qui permettent de combiner les deux sans dénaturer la destination initiale du sol agricole. Exemple, les fameuses ombrières là, que l'on peut voir de plus en plus, qui sont assez en altitude, qui permettent d'avoir quelque chose qui à la fois préserve le sol et avoir une activité agricole en dessous. C'est pas complètement idiot, mais il a fallu un certain temps pour que ça se mette en place, c'est normal. Et nous, on est là pour dire, attention, si vous couvrez vos terrains agricoles avec du panneau photovoltaïque à 2 mètres du sol en rang serré, nous, alors qu'on est dans une diminution de l'artificialisation, c'est pas moi qui le dis, c'est l'État, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous voyez, on est plutôt dans cette... Et donc, je termine en disant, oui, nous voulons participer dès l'amont au montage des projets. Et c'est ce que, quand nous pouvons le faire, nous faisons au contact de tous les secteurs, hein, que ce soit l'agriculture ou l'industrie. Alors, Dominique Ramard, quand vous entendez les propos d'Alexis Jarreau sur justement cette volonté de dialogue, de discussion et autres, vous applaudissez les deux mains. Et pourtant, vous êtes assez prudent vis-à-vis des associations qui se montent et les collectifs qui peuvent s'organiser parce qu'il y a parfois un manque de connaissances, de compréhension des projets et autres. Il y a ça aussi qui fait que les gens s'emballent, mais sans trop savoir, en fait. Oui, parce qu'il faut faire la part des choses entre des associations organisées qui ont développé une expertise en matière environnementale, voire en termes d'animation citoyenne, et d'autres associations qui sont des collectifs d'opposants. En fait, qui réagissent par rapport à un projet pour défendre des intérêts personnels ou une somme d'intérêts personnels et qui oublient la question de l'intérêt général. Et en matière énergétique, moi aujourd'hui, j'ai des problèmes presque existentiels quand je vais faire un plein de carburant fossile. Je n'arrive plus aujourd'hui à me dire qu'on peut continuer à acheter du carburant qui vient de l'autre bout de la planète dans des pays qui ne sont pas démocratiques avec une énergie que quand elle va brûler, va polluer notre environnement, le nôtre et le reste de la planète. Donc il faut absolument qu'on se dise que le pétrole, le gaz fossile, c'est fini. Et donc il faut revenir à l'essentiel. Ça peut être sur le plan environnemental, mais c'est aussi sur le plan économique qu'on dépense 110 milliards d'euros comme l'année qui vient de s'écouler pour acheter des énergies à l'autre bout de la planète. Ces 110 milliards, si on les investit sur nos territoires, c'est des retombées locales. Et à mon avis, ça vient largement pondérer des impacts, effectivement, qu'il peut y avoir autour des énergies renouvelables. Il faut qu'on relativise, et donc ce qui permet de relativiser, c'est le sens de l'intérêt général. Voilà, repensez peut-être le slogan des années 70, non pas il n'y a pas d'idées, mais on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, c'est on n'a plus de pétrole maintenant, donc il va falloir avoir des idées, même si on trouve encore, bien sûr, de nouveaux gisements, et ça continue, hein. Encore aujourd'hui, on estime qu'il y a encore des possibilités d'aller bien loin avec l'or noir, en l'occurrence. Oui, il y a des potentiels qui sont énormes sur nos territoires. On peut être autonome en énergie en Bretagne. Voilà. Ouais. Comme on est autonome, et en tout cas qu'il faudrait qu'on aspire à le soit complètement sur la partie alimentaire, il faut qu'on ait cette même logique, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique. Ça doit être une priorité pour des territoires comme le nôtre. Et je rebondis sur ce qui vient d'être dit sur l'implication le plus en amont possible sur les projets. Si on ramène vraiment à la question de l'acceptation au niveau local, il faut que tous les porteurs de projets soient les plus transparents possibles et très en amont. Il ne faut pas avoir peur de l'opposition locale. C'est quand les gens ne sont pas informés qu'ils réagissent.
En fait, si on les informe et on leur dit oui, il y aura un impact. Et donc, comment on peut relativiser cet impact par rapport à votre existant, par rapport à votre quotidien. Et donc, ce qu'on a fait avec la SEM Énergie 22, avec l'appel des fois de certains maires, c'est que quand il y a un développeur éolien qui vient, qui commence à aller négocier du foncier avec des particuliers, voire même plusieurs développeurs éoliens qui s'affrontent, forcément, c'est la foire d'empoigne au niveau local. Et donc, on perd en sérénité au niveau local. Il faut que, donc, dès le début, les élus, les associations citoyennes constructives s'impliquent. Et donc, comme ça, on arrive à faire accepter les projets parce qu'ils sont aussi reterritorialisés, parce que les acteurs se sentent concernés, voire impliqués. Oui, alors juste avant de donner la parole, Alexis, je voudrais donner la parole également à Frédéric Chevalier, donc élu Chambre d'agriculture du 35 en charge du territoire. Comment vous percevez les différentes prises de parole des uns et des autres? Les associations vous participent aux discussions et c'est plutôt des collaborateurs intéressants, constructifs. Comment vous voyez les choses? Alors c'est pas évident d'y répondre maintenant. Par rapport aux élus, simplement, là-dessus, je suis assez d'accord. Il faut qu'on les mette dans la discussion dès le début. Il faut qu'on les informe. Il faut que le porteur de projet fasse ce geste-là. C'est essentiel pour que ça se passe bien dans la suite. Et puis après, j'ai envie de dire, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le porteur de projet. Si c'est une entrée... argent, bénéfice, ça peut être vite compliqué parce que du coup, le projet, on peut assez comprendre qu'il tourne sur lui-même et qu'il est porté par le porteur de projet. Il faut comprendre que, ça a été dit tout à l'heure, que tout projet a un impact, quoi qu'il arrive, sur son environnement et sur son territoire. Donc après, les associations, elles font leur travail en espérant qu'elles le font avec toute... les convictions qu'on a entendues tout à l'heure. Toutes les convictions qu'on a entendues par ailleurs, mais ce qui est le plus pénalisant, c'est le manque d'information. C'est les gens qui sont mal informés et qui, par voie de presse, par la suite, parce que aussi les médias peuvent avoir un rôle d'amplificateur d'information dans un sens comme dans un autre. Donc attention à ça. Maintenant, je crois surtout qu'il faut avoir pleinement conscience du sérieux du porteur du projet, quel qu'il soit, qu'est-ce qu'il a comme intention derrière, et c'est à partir de ça qu'il faut discuter. Et on voit un peu de quoi, qu'est-ce qui est possible de faire et comment on peut, dans la mesure du possible, amender le projet ou en tout cas l'intégrer le plus possible dans le paysage. Alexis, vous vouliez tout à l'heure réagir à ce que disait Dominique. Oui, très rapidement, je voulais juste, ça m'est venu à l'esprit en vous écoutant. Il y a un acteur là dont on parle pas trop depuis le début, c'est l'État. C'est l'État. Nous, à notre point de vue, malgré les textes qui sont sortis récemment, qui essayent d'encadrer tout ça, il y a même une loi dite d'accélération d'installation des énergies renouvelables. C'est un peu, tiens, débrouillez-vous avec ça. Et au niveau local, les élus sont parfois démunis. Les textes qui mettent ça en musique à partir du texte national ne sont pas toujours en cohérence. Je parle là de textes régionaux, communautés d'agglo, mairie, pour des raisons de timing ou autres. Et ça aussi, c'est un problème pour qu'il y ait acceptabilité, parce que ça devient illisible, aussi bien pour le citoyen que pour les acteurs élus. Mais ce que vous attendez, c'est que l'État soit plus engagé, alors, parce que quand l'État s'engage, on dit attention, on prive les territoires de la parole. Quand je dis l'État, déclinons ça jusqu'à nous, alors les préfectures, etc. Il a été évoqué tout à l'heure le fait, et c'est la réalité, que des choses sont assénées par la préfecture en termes de permis, etc. Là, il y a une marge de progrès énorme dans le montage, même si c'est au final le préfet qui signe des dossiers pour que ça soit associatif au sens large du terme et accepté. Oui, mais on est quand même dans un monde, on va dire, libéral, au sens... et il y a de nombreuses entreprises, notamment ici au SPACE, qui viennent faire leur marché, proposer des solutions. C'est normal, on est dans un secteur en plus en plein boom, avec énormément d'activités derrière. Et puis aussi de la souveraineté énergétique qui est à penser aussi, parce qu'on l'a bien vu à travers les dernières crises,
que c'était pas si simple que cela, que malgré l'annonce pendant longtemps que nous étions souverains grâce à notre parc nucléaire, c'était pas aussi simple que cela. On a eu des périodes où on a maudit le nucléaire. Aujourd'hui, le nucléaire retrouve quelques instants de grâce, on va dire, puisqu'on en parle de plus en plus. En tout cas, il y a moins de mécontentement. Bref, on voit bien qu'il y a un jeu qui se fait quand même à la fois dans le médiatique et puis également dans les comportements, dans les réflexions. Comment aujourd'hui faire en sorte qu'on s'y retrouve? Parce que franchement, entre nous, ça reste encore aujourd'hui quelque chose à défricher, même si depuis maintenant plus de 12 ans, vous êtes sur ce genre de sujet et dossier, Monsieur Girard. Donc, c'est pas neuf, en fait, hein, on est d'accord. Comment vous vous en sortez, là, avec tous les acteurs qui arrivent sur ce terrain-là, le terrain des énergies renouvelables? On doit sonner à votre porte tous les jours. Alors, ça serait mieux au maire de répondre, parce que en fait, les développeurs s'adressent d'abord aux mairies. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Voilà, tout à l'heure, pour compléter un petit peu la question. Non, mais vous devriez être comme vous êtes peut-être un peu médiatique, on se dit, tiens, si on frappe à la porte de François Girard, il va pouvoir faire remonter ça à la collectivité, dire que c'est plutôt pas si mal que ça. Non, vous n'êtes pas... Alors, les développeurs, ils viennent surtout pas nous voir, effectivement. On se rend compte qu'on est un peu connus. Ouais. Mais comme on veut privilégier les intérêts territoriaux des habitants, généralement, les industriels ou les développeurs, ils mènent ces projets, et de plus en plus, compte tenu du contexte énergétique, ils le mènent pour eux. D'accord. Par contre, effectivement, les mairies, et donc mon voisin pourra compléter, mais les maires sont très, très sollicités. Je rappelle quand même qu'au niveau de l'éolien en France, il y a une fédération et le code déontologique prévoit qu'un développeur qui veut s'implanter sur un territoire doit d'abord avoir l'accord, donc une délibération positive de la municipalité. Certains respectent ce code. Quelle que soit la taille du projet. Alors sur les projets éoliens, sur les projets qui ont besoin d'avoir l'accord pour faire du foncier, donc pour aller voir des propriétaires. D'accord. C'est surtout le cas de l'éolien. La méthanisation, on est sur des projets généralement de dimension plus restreinte et qui concernent essentiellement l'agriculture. Oui. Donc ce sont des projets qui démarrent par les agriculteurs eux-mêmes qui s'organisent collectivement. D'accord. Mais on aura exactement le même problème. On a déjà le même problème avec l'agrivoltaïsme. Et on se rend compte que malheureusement, bon nombre d'acteurs passent outre cet aspect déontologique et vont d'abord voir les propriétaires et les exploitants pour leur faire signer des promesses. Et on se rend compte, d'ailleurs on l'apprend comme ça, par le bouche à oreille, qu'il y a déjà beaucoup de terrains en France, notamment dans l'Ouest, et encore plus dans le centre de la France, où les développeurs ont été proposés des sommes importantes de futurs loyers dans l'hypothèse où le projet voyait le jour. Dominique ? Oui, je voulais aussi témoigner, aller dans le même sens, que c'est vraiment ce qu'on rencontre sur le terrain. Aujourd'hui, il y a des promesses de bail avec des promesses de loyer sur l'éolien ou sur le photovoltaïque. Donc, ce n'est pas une pratique qu'on doit accepter. Il faut ramener de l'éthique dans tout ça. Il y a des chartes qui sont signées par les développeurs au niveau national. Dans la pratique, au niveau local, aujourd'hui, on voit encore des projets qui, sous prétexte qu'il y a eu un mail envoyé en mairie, on considère que la commune est au courant. Non, on ne peut pas laisser ça. Juste à côté de chez moi, l'échange Géraud, en Vallée, le développeur, il a envoyé un mail. Alors, il y a eu changement de maire à ce moment-là. Donc, forcément, le maire, il n'a peut-être pas été attentif au mail qui est arrivé. Mais n'empêche qu'il ne faut pas considérer qu'un mail arrivé en mairie, c'est une information suffisante pour une collectivité. Et sur d'autres projets, sur la méthanisation, à Plufur, le maire, donc Hervé Guélou, qui est membre du comité syndical du SDE 22, il a découvert comme ça, par la bande, qu'il y avait un projet de méthanisation, alors qu'il est lui-même agriculteur et que son collègue agriculteur de la même commune ne l'avait pas informé. Il faut que tous les porteurs de projets se disent qu'ils ont intérêt à informer la collectivité et plus largement le voisinage, les personnes concernées. On n'a rien à perdre à parler de son projet, on a tout à y gagner. Et donc c'est ça qui fera que les projets seront mieux acceptés ou qu'il y aura une plus forte acceptabilité. Donc c'est de la transparence, comme vous l'évoquiez, des projets plus peut-être clairement exposés, plus de pédagogie. Peut-être, Frédéric Chevalier, là-dessus, vous-même, il faut peut-être aussi mieux informer les éleveurs eux-mêmes. Bon, alors en fait, pour vous situer... C'est ce qu'on fait ici, par exemple. Pour vous situer, moi je suis donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le pays de Brocéliande. Donc en fait, je ne pense pas trop me tromper en disant que je suis le secteur de Bretagne où il y a le plus de concentration de méthaniseurs en place. Donc à peu près, pour vous donner une idée, il y a à peu près entre une quinzaine et
entre celles qui sont en place et les projets, une 15 à 20 projets de 15 à 20 installations de méthanisation sur 3 communes. Donc on a une assez grosse concentration. Donc de fait, l'acceptabilité, elle s'est aussi posée au niveau du monde agricole parce que ça a modifié quand même certaines données dans le paysage. Je prends juste pour l'exemple dans Macuma, ça a un peu modifié l'orientation et puis l'achat, puisqu'il a fallu acheter une deuxième ensileuse, par exemple, parce que les surfaces en maïs ont quand même nettement augmenté. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, le porteur du projet c'est important d'avoir de savoir qui porte ces projets-là, parce qu'en fonction du sérieux, en fonction de l'entrée du projet, si c'était une entrée, si c'est qu'une entrée argent, effectivement, ça peut faire des bouleversements. Mais déjà, on peut, sur la méthanisation, moi je me félicite quand même que c'est une filière nouvelle et qui, de ce qu'on entend dire, rémunère quand même le producteur. Oui, il y a des investissements qui sont importants, ça a été dit à la table ronde ici même hier. Oui. Donc c'est des investissements importants qui s'amortissent sur une durée relativement courte. En tout cas, contrairement à nos filières d'élevage où on traverse des crises dans une ou d'autres productions de manière assez répétée. La filière méthanisation, pour l'instant, et on peut s'en féliciter, elle rémunère les porteurs de projets. J'ai envie de me dire, en fait, quand on parle d'acceptabilité sur ces projets-là, il faut avoir une vue d'ensemble de l'exploitation. Et une vue d'ensemble, comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il met en avant. Alors, parce que la méthanisation, il ne faut pas se le cacher, ça nous conduit dans des systèmes où on intensifie un petit peu plus. En tout cas, il y a quand même quelques surfaces de maïs qui sont intégrées. D'ailleurs, ça a été dit aussi hier, mais il faut absolument que, c'est pas moi qui le dis, c'est l'association des méthaniseurs bretons, que ces données-là soient contrôlées. Oui, nous, en Bretagne, on a essentiellement des méthanisations qui sont basées, qui sont approvisionnées à plus de 80%, 90% avec les effluents d'élevage, et ça c'est très bien. C'est pas le cas partout en France. Là, ça me pose beaucoup plus de questions. Donc ça veut dire qu'en fait, on fait de la culture essentiellement pour alimenter le méthaniseur. Voilà. Alors je suis pas un spécialiste, hein, mais dans d'autres régions, ça se passe comme ça aussi. Ces cultures-là, donc ne rentrent plus semis, par exemple, dans l'alimentaire et finalement, bon, effectivement, produisent de l'énergie, mais viennent concurrencer aussi l'autonomie alimentaire qu'on pourrait avoir. Nous, ici, dans des zones d'élevage où on consomme beaucoup de céréales. De par nos animaux. Donc c'est tout un équilibre qu'il faut avoir, mais ça a été très bien dit hier, je ne vais pas refaire le débat, sur l'équilibre qui est nécessaire d'avoir quand on met en place ce genre de filière. Maintenant, sur je pense que dans la carte de visite de l'exploitation, une exploitation qui met en place une méthanisation, eh bien, parce que je vais prendre cette culture-là, mais c'est une plante géniale, hein, je le dis souvent, mais le maïs, c'est une plante... certains pourraient penser le contraire, mais ça reste une plante qui s'en sort très bien, même dans des années compliquées. Mais si cette plante-là intègre pleinement les méthaniseurs, j'ai envie de me dire que ce soit eux aussi les premiers à faire des efforts sur la façon dont l'itinéraire culturel qu'ils vont avoir sur cette plante-là. Oser le désherbage mécanique, on sait que c'est quelque chose qui marche, les producteurs bio savent le faire. C'est plus compliqué, ça prend plus de temps. Mais en tout cas, ça peut fonctionner. La culture de maïs s'y prête très bien. Donc j'ai envie de me dire, quand on met en place des projets comme ça, ben, allons aussi de l'avant sur ce genre d'initiative. On parle de biodiversité, il faut aussi, et on est attendu aussi là-dessus. Il y a l'eau, la qualité de l'eau évidemment, sur lequel le territoire, et M. Potrel le disait, et ça va encore retomber sur c'est aux agriculteurs aussi, c'est encore des devoirs qu'on nous demande. Bon, et écoutez, on exploite les terres agricoles. On a encore quelques efforts à faire, hein, notamment sur la reconquête de la qualité de l'eau, sur la morphologie des cours d'eau, on ne le dit suffisamment. Je ne dis pas que tout ce qu'on a fait est mal fait, mais il y a peut-être des choses à revoir. Et donc, en fait, sur ces domaines-là, et ben, quand on est porteur d'un projet comme celui-ci, et ben, regardons de près aussi la manière dont on exploite les terres, et soyons... de manière à montrer aussi que ces exploitations-là, comme toutes les autres d'ailleurs, vont participer à ces enjeux-là. Je trouve que
d'un point de vue acceptabilité, c'est tout de suite plus vendeur. Oui, avoir une vision plus globale, notamment par rapport à la problématique bassin versant, par exemple, ou autre. Par exemple, bon, beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui ont vraiment pris conscience de ça. Hein. On ne va pas stigmatiser plus les exploitations qui sont parties dans ces modèles-là. Mais les problèmes d'érosion, les problèmes de choses comme ça, c'est le ralentissement de l'eau qui arrive dans nos rivières. Il y a ces choses-là qu'il faut vraiment prendre en compte. On sait que ça s'accompagne de contraintes supplémentaires pour nous dans nos exploitations. Et c'est la notion de temps sur nos exploitations qui est aussi importante. Il y a le revenu, mais il y a le temps passé aussi qui fait aussi prendre des décisions dans un sens ou dans un autre. Louis Botrel, comment avancer et faire en sorte, quelle est selon vous la solution qui serait la plus intéressante, la plus intelligente? Vous aviez évoqué de mieux prendre en compte le poids des élus ruraux, notamment à travers ce qu'ils représentent sur le territoire national, pas uniquement démographique mais également géographique. Quels sont également les autres leviers, les autres pistes qu'on peut actionner pour redonner du souffle à cette démocratie, pour que tout le monde puisse à la fois prendre la parole intelligemment avec de l'information? Parce qu'on voit bien qu'il y a un défaut d'info, quoi. Bon, je partage les différentes interventions. Je suis maire depuis 2001. Oui. Président des maires ruraux 2003. Et que de changements en plus de 20 ans. On a basculé dans le XXIe siècle avec la mondialisation à tous les niveaux, notamment au niveau des échanges commerciaux. Et puis à l'arrivée du numérique, où aujourd'hui on est en permanence connecté avec le monde entier. Et dans nos échanges entre nous, entre voisins, entre proches, même des fois à table, les gens vont communiquer à travers un portable, on a perdu cette communication qu'il y avait autrefois. Moi j'ai connu, je n'ai que 55 ans, j'ai connu une époque où on se réunissait autour d'une table pour discuter, échanger. Et autour d'une table, souvent il y avait un repas et il y avait la boisson qui allait bien. Et on discutait. On n'était pas d'accord, on pouvait s'engueuler, mais à la fin, on se tapait dans la main et on disait on va faire comme ça. Aujourd'hui, on communique en se balançant des mails, des SMS, sans voir la réaction de la personne, et on est dans l'immédiateté. Hein. C'est à la seconde. Et je trouve que notre société, ce changement de société, porte une lourde responsabilité dans ce que nous évoquons aujourd'hui. Et il est difficile de parler d'acceptabilité sur de tels projets quand on oublie l'essentiel, la relation humaine. Parce que rien ne vaudra une réunion autour d'une table, quitte à s'engueuler pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure, et à la fin, on trouve un consensus. Et vous savez, vous avez quand même assisté à de nombreuses réunions publiques, pas obligatoirement sur on va dire des projets qui étaient très médiatisés, parce que là, il y a beaucoup de monde, mais des réunions publiques où il n'y a personne. Non, mais alors je vais vous dire pourquoi. Le modèle de la réunion publique, il suffit de 2 ou 3 opposants, des opposants très durs, qui viennent prendre la parole dès le départ, ils vont polluer la réunion, et ceux qui étaient convaincus ou qui venaient pour avoir des informations vont repartir déçus. Et la réunion publique, pour moi, ce n'est pas le bon moyen d'expression. Parce que ceux qui contestent sont dans la contestation pure et dure. Et ça interpelle. Il y a des gens qui vont dire il faut qu'on produise des énergies renouvelables. Et le jour qu'il y a un projet, ils sont farouchement opposés. Alors moi, je l'entends dans les campagnes, je peux être choqué. Et il y a des gens qui finissent par dire, ces gens-là, est-ce qu'ils s'éclairent à la bougie chez eux? Oui. Hein, et quelque part, c'est pas tout faux. Et quand on a du mal à échanger, à s'écouter, ça veut dire qu'on est loin de l'intérêt général. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, comme on est dans l'immédiateté, il y a cette notion de rapidité, de profit, et donc tout va très très vite. Et donc trop vite.
Et ce qui va trop vite n'est pas bon. Et je dirais même quelqu'un qui est un opposant, il faut qu'il accepte de se remettre en question, mettre de l'eau dans son vin, arrondir les angles, pour à un moment donné se dire, bon, on fait comme ci, comme ça, on est tous d'accord et on y va. Mais on a besoin, mais ce qu'on évoque là, on le retrouve sur de nombreux sujets de notre société. Oui. Et je pense que ces nouveaux modes de communication, les réseaux sociaux, que souvent je considère comme des poisons pour la société, parce qu'il y a des gens qu'on ne va pas entendre et qui vont être très très durs dans leurs propos sur les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est un problème. Et la démocratie, ce n'est pas ça. Alors, justement, je voudrais entendre, on entendra bien entendu Dominique et Alexis là-dessus, mais François Girard, vous, avec l'évolution des réseaux sociaux, c'est venu polluer votre travail d'essayer de rendre tout le monde d'accord, d'obtenir des consensus, de travailler sur ces sujets-là, par exemple? Alors vous l'avez compris, nous on travaille au niveau local. Oui. Commune, communauté de communes. Oui, vous mettez autour de la table avec la tasse de café et puis on... Tout à fait. On fait des réunions le soir, on invite les gens. Ouais. Ça se termine toujours effectivement par une boisson qui va bien, comme le dit, on s'était dit tout de suite. Et nos communications se passent des réseaux sociaux. Se passe ou elle laisse de côté? Elle les laisse de côté parce que elle ne passe pas sur les réseaux sociaux. Effectivement. D'accord. Quand on veut fédérer, mobiliser, ça passe toujours par la création d'une association. Et pour créer une association, ça suppose que des gens se fassent confiance, partagent un même objectif et se réunissent ensemble autour d'une table. Hein. On ne crée pas une association en visio. Hein, sauf les années de Covid. Mais donc on arrive à travailler vraiment en local, en proximité, et c'est de la relation directe, exactement comme on est en train de faire là. Là, si j'avais des parts à vous proposer pour un futur parc éolien, on ferait la communication, on présenterait en une demi-heure le sujet, et les gens, ils adhèrent ou ils adhèrent pas. Hein. Mais il y a un point que je veux souligner parce que c'est important, sur cette communication ou cette adhésion, c'est qu'on fait un certain nombre de réunions pour présenter le projet. À aucun moment, on présente des résultats économiques. Parce que si je le présentais là, il y a forcément quelqu'un qui dirait « je veux bien passer de l'argent, ça rapporte combien ?» On ne répond pas à ça. Et les gens adhèrent pour d'autres valeurs, pour travailler ensemble sur le territoire, dans un domaine d'énergie, demain la transition énergétique. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à fédérer des gens. Il peut y avoir dans nos réunions des gens qui émettent des doutes, voire des mécontentements, des oppositions. On échange. On échange. Et ce qui vient d'être dit, c'est très très fort. Effectivement, je dirais on communique un peu comme à l'ancienne. Si tenter de dire que les nouveaux moyens modernes deviennent la règle, il y a encore moyen de se réunir en visu et de créer du lien social. Très bien. Bon, Dominique, est-ce que vous partagez également cette approche-là autour de la table plutôt que sur les réseaux, même s'il faut informer parfois une très large population aussi? Oui, de toute façon, il faut que les gens se connaissent pour après se faire confiance et pouvoir Toutes les générations ne sont pas prêtes à aller à des tables rondes. Non, mais après, je vais nuancer. Je pense qu'on ne peut pas faire comme si les réseaux sociaux n'existaient pas. Ouais. Et donc, en fait, ce qu'il faut ramener, c'est de la modération sur ces espaces de discussion. Et donc, nous, en tant qu'élus, on a ce rôle aussi de modérateur. On le fait déjà sur l'espace public. Ça nous prend du temps, mais moi, je me sens en tant que maire obligé de m'impliquer sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement amener de l'information objective, relativiser les points de vue et surtout éviter qu'on tombe dans le conflit. Aujourd'hui, je fais le constat comme tout le monde qu'on a une société qui est beaucoup plus individualiste, qu'il y a de la manipulation aussi qui est beaucoup plus forte qu'avant, où en fait il y avait des gens qui n'osaient pas aller inciter les gens à basculer d'un côté. Maintenant, ça fait partie des pratiques presque qui sont ouvertes, qu'on voit affichées. Et l'autre aspect, c'est que je pense que notre culture du conflit, qui est un peu franco-française, elle peut basculer dans une culture du dialogue. Par contre, ça s'apprend. Il faut on retrouve le sens du débat et donc du dialogue. Et là, il y a des jeunes qui sont en lycée agricole notamment. Moi, j'appelle à ce que les lycées agricoles deviennent des lycées des territoires et qu'il y ait des cours de dialogue territorial comme on peut avoir des cours sur les matières plus techniques. D'accord. On va donner la parole peut-être aux jeunes filles là, pour le dialogue territorial. On va leur demander si elles sont prêtes à dialoguer. On en donne le micro, Sylvie ? Voilà.
Qui veut prendre la parole? Dire un mot? Le dialogue. Elle est la plus grande. Voilà. Faut que j'aille où? Alors, vous-même, est-ce que vous êtes prête à dialoguer? Alors, la culture du sûrement, dialogue. capable, je ne sais pas. Oui, mais envie en tout cas. Sûrement, ouais. Vous avez envie d'avoir plus d'informations? Vous avez le sentiment d'être mal informé, pas suffisamment informé? Pas suffisamment, mais oui, mais pas mal informé parce que j'ai des professeurs qui lisent l'actualité tous les jours, qui s'intéressent vachement, surtout au niveau des matières techniques, qui restent vraiment dans le concret, qui ne restent pas sur leurs acquis théoriques. Et ça permet. Là, on propose plutôt autour de la table plutôt que sur les réseaux sociaux, pas que sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui vous parle en tant que nouvelle génération là? Un peu moins. Il est vrai que je pense que les 15-25 ans sont vachement actés réseaux sociaux, un peu moins table ronde, mais je pense aussi que c'est pas plus mal qu'on sorte de notre zone de confort. Là, je suis la seule de ma classe à être ici, mais on est tous répartis dans d'autres conférences, notamment sur la PAC, mais aussi sur l'avenir de la filière porcine et volaille. Donc tout ça, ça vous intéresse de près, quoi, quand même, les sujets. Ouais. En tout cas, ouais, on était tous motivés de venir à des conférences ici. D'accord, donc il y a un réel intérêt des jeunes, en tout cas ceux qu'on voit ici. Hein, vous ne représentez pas tous les jeunes, on dit les jeunes. Il y a des jeunes en tout cas qui sont intéressés et qui ont besoin d'informations. Voilà. Et on va poursuivre, si vous voulez, avec d'autres questions, peut-être du public, qui ont peut-être des questions à poser. Monsieur, bonjour. Présentez-vous C'est Monsieur Jucal. Je suis un gars du Mené. J'étais membre de l'initiative rurale, qui a été un acteur dans les énergies renouvelables et qui a été dans la réflexion beaucoup. Et puis, on a, dans le Mené, on a quand même, dans les énergies renouvelables, 4 pôles à peu près. Un pôle filière bois, c'est-à-dire le bois déchiqueté, avec des réseaux de chaleur, avec les communes. Certaines communes se sont engagées dans les réseaux de chaleur. Nous avons aussi une huilerie de colza. Le colza, au départ, a été fait pour mettre dans les tracteurs pour remplacer les énergies fossiles. Mais là, c'était au début. Hein. Au début, on a quand même il y a eu des erreurs. C'est un peu normal. Mais ils ont été pionniers dans certains systèmes. Et on a eu aussi la biomasse, les déjections animales qu'on servait à faire de... Donc la méthanisation, par exemple? Oui, méthanisation. Et puis, il y a aussi il y a pas mal de parcs éoliens dans le secteur aussi, puisqu'il y a peut-être 3 ou 4. Vous avez une question à poser à l'un de nos intervenants? Moi, j'ai une question à poser. Oui. C'est au niveau de la route, parce qu'on utilise beaucoup le pétrole, du Moyen-Orient ou de la Russie, je ne sais pas, qui sont en conflit avec les consommateurs, et puis ils ont des alliés comme Total. Hein, un peu, oui. Mettez bien le micro, parce que nous, donc, moi, on a besoin d'avoir un micro. Voilà. Je serais favorable pour les transports en commun et peut-être des transports parallèles qui puissent travailler avec les transports en commun, parce qu'on ne pourra pas, la voiture électrique, pour chaque personne, c'est impossible, ce sera impossible au départ, parce que ça coûte très très cher. Alors, Dominique. D'abord, je salue donc le représentant du Mené qui est dans la salle. C'est un peu en fait l'homologue de ce que vous faites vous dans les Mauges. François Girard. Voilà. On a ça donc dans le Mené depuis quelques années, donc avec notamment des projets éoliens aussi où des citoyens ont décidé d'investir. Et la SEM Énergie 22 sera co-actionnaire du prochain parc en fait qui verra le jour sur votre territoire. Alors le tout électrique. Hein. Sur la mobilité, donc effectivement, enfin, toutes les perspectives qui nous sont données disent on va développer la mobilité électrique donc pour les particuliers. Et donc en Côte-d'Armor, comme dans d'autres départements, on développe les bornes de recharge pour véhicules électriques. Il y en a à peu près 200. On va doubler l'offre de bornes de recharge d'ici 2030 et les acteurs privés vont en faire autant. Donc il y aura le développement de la mobilité électrique, mais pas que. Il faut aussi qu'on se dise que pour substituer certains usages du pétrole, le biogaz pour la mobilité va avoir toute sa pertinence. Et on développe là des stations gaz naturel véhicules qui sont donc destinées aux transporteurs routiers, aux bus pour le transport de voyageurs en urbain, et puis également pour des services comme les bennes à ordures ménagères. Il faut qu'on travaille aussi sans doute par rapport au monde agricole sur des carburants, donc soit biocarburants, soit gaz naturel issus donc de la méthanisation, de façon à ce qu'on puisse sortir du gasoil pour les besoins donc de l'agriculture. Et d'ailleurs sur l'espace pour demain, on a déjà
déjà présenté de très belles réalisations de méthanisation qui allaient en partie, bien entendu pour l'exploitation, et donc ça allait réduire le coût d'énergie, de la facture énergétique de l'éleveur. Et puis une autre partie allait vers les transports en commun pour leur permettre justement de circuler tranquillement. Je pense que c'était d'ailleurs dans le 22, si je ne me trompe. Hein, les transports en commun, je pense que c'était... Voilà. Sinon, à Saint-Brieuc, effectivement, la station de Trégueux, aujourd'hui, elle alimente des bus gaz de la régie de transport de Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a des bus hybrides, électriques et gaz. Électrique et gaz. Et puis, il y a également un autre exemple de biogaz, méthanisation qui est particulièrement intéressante, notamment sur Fougères, où l'illustration se fait aujourd'hui avec donc exploitation, une exploitation à la fois bovine et porc, avec un outil de méthanisation qui permet de proposer de l'électricité, de l'énergie à 1600 logements autour. Donc là aussi, c'est un travail qui permet aussi, dans des communes comme Fougères, par exemple, de pouvoir avoir et proposer de l'électricité à un autre coût, bien entendu, venant des exploitations agricoles. Donc il y a un travail aussi de vertu de la part de ces éleveurs qui ont pensé également au côté collectif. Alors, d'autres questions? Il y a une autre question. Monsieur Labarre, tout devant. Ouais. Voilà. Alors, par rapport au Méné, on a souhaité, quand on a conçu la table ronde, ouvrir aux autres régions proches de nous. C'est pour ça qu'on a invité nos collègues ligériens. Mais c'est très intéressant parce que ça montre que les problématiques se posent dans toutes les régions, Pays de Loire, Bretagne, et que des belles solutions peuvent se trouver. Alors, vous êtes hors champ, mais on vous entend. Voilà. Ah oui, excusez-moi. Du coup, je m'appelle Jean, moi, je suis étudiant en sociologie, et du coup, ça, c'est des questions que j'ai beaucoup travaillé, ces questions d'acceptabilité sociale de projet. Et du coup, moi, il me semble qu'il y a un élément, on l'a entendu relativement peu, mais qui est vraiment une question démocratique qui doit se poser dans ce genre d'enjeu. Et je salue pas mal d'initiatives qui ont été prises là. Et moi, je me posais la question, est-ce que ça ne serait pas aussi... on a parlé de l'État, on a parlé des porteurs de projets, mais les constructeurs, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité de la part des constructeurs de peut-être venir mieux informer les agriculteurs chez qui ils vont installer des installations, qui risquent d'y avoir des contestations face à tel ou tel projet, et comment y répondre, parce que cette question de l'acceptabilité sociale, elle a été vraiment très travaillée. Les constructeurs sont au courant que si on installe une unité de méthanisation, il risque d'y avoir des griefs, des conflits de voisinage. Moi, j'ai le sentiment que c'est peut-être de la responsabilité aussi du constructeur de venir aider le porteur du projet, de dire attention, tu vas peut-être avoir des conflits avec tes voisins, voilà comment on peut réguler de telle ou telle façon. Aujourd'hui, la législation française, elle impose des débats ou des discussions publiques en fonction de la taille des projets, ce que le représentant des maires ruraux en parlait rapidement, c'est souvent la préfecture qui choisit, et en fait, quand on est en deçà d'un seuil, finalement, il y a très peu de débats, il faut vraiment passer au-dessus d'un seuil pour qu'il y ait un débat. Est-ce qu'il ne faudrait pas abaisser ces seuils-là pour qu'il y ait plus facilement du dialogue? Ça a été dit. Plus il y a de dialogue, plus ça marche. C'est vrai que c'est souvent des choses qui font peur à des populations agricoles qui n'ont pas forcément envie de s'exposer sur la place publique, de commencer à débattre, à discuter. Pourtant, on remarque que c'est les solutions qui fonctionnent. Du coup, est-ce que ce n'est pas le rôle du constructeur de venir informer et pousser peut-être un peu plus les porteurs de projets à venir créer du dialogue ou de l'échange avec notamment leurs voisins? Parce qu'on dans les milieux ruraux, c'est la vraie question, il me semble. D'accord. Alors, les constructeurs ont-ils justement leur part de responsabilité, et est-ce qu'il faut avoir un cadre juridique plus strict vis-à-vis d'eux pour pouvoir leur imposer justement un mode de dialogue, de consultation, de conciliabule, ou de façon à créer du dialogue entre toutes les parties? Alors, je me permets de répondre à cette question parce qu'elle cible essentiellement les projets de méthanisation, mais on le constate, les projets de méthanisation sont développés aussi lorsque les conduites de gaz passent à l'endroit où les conduites de gaz sont passées. Donc après, effectivement, c'est au porteur de projet de faire attention par rapport à la capacité qu'il a de produire à partir de ces déjections. Et quelle capacité il a. Ne pas tomber dans le piège du constructeur qui pourrait lui dire « mais tu peux faire un peu plus grand ». Et le plus grand, ça se fera avec quoi? Mais pas forcément avec des déjections, avec autre chose.
Donc là encore, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le bien fondé et d'une installation. Elle se mène en partenariat avec plusieurs partenaires, mais c'est avant tout le porteur de projet, l'agriculteur qui décide. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans l'essentiel des projets qui ont été menés, côté financement, ce n'est pas quelque chose qui a posé de problème malgré les montants financiers importants. Donc c'est une filière qui a été assez bien accompagnée financièrement, mais attention à la dimension et au dimensionnement. Donc quand on a dit ça, eh ben, si le projet il est bien mené, il est bien porté, les choses vont forcément être plus efficaces et moins d'impact sur l'environnement. La méthanisation, elle a eu un changement radical. C'est lorsque les premières méthanisations, les premières qu'on a pu connaître, elles étaient sur un système de cogénération. Donc avec la nécessité de valoriser la chaleur. Donc avec derrière une recherche plus importante sur comment on valorise cette chaleur-là. Et de fait, un dimensionnement qui était sans doute plus adapté. Voilà. Quand on est passé sur l'injection, on a pu tomber dans certains travers auxquels il faut faire attention, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc attention à ça. Évidemment, les constructeurs ont un rôle à jouer là-dessus. Hein. Il faut être lucide par rapport à ça. Mais il faut plus les encadrer, plus leur donner de règles strictes, notamment avec des seuils, comme l'évoquait monsieur tout à l'heure. Dès le départ, il faut que... Alors, sur la notion des seuils... je vais pas mettre que les constructeurs dans la boucle parce que en fait un projet de méthanisation, quel que soit le seuil, j'ai envie de dire, il peut faire polémique aujourd'hui s'il n'est pas bien expliqué. Simplement, je pense que je dis pas que c'était la solution, mais je pense que certains agriculteurs ont d'emblée lancé un projet de méthanisation avec le seuil qui leur permettait d'être en dessous du seuil des installations classées, et donc d'un débat plus important. Et après, mais aussi pourquoi ? Il faut se poser la question, pourquoi ? Parce que le réglementaire, parce que l'administratif chez nous est long, parce que tout de suite ça rallonge la procédure du projet. On peut facilement passer à plusieurs années. Et quand on est porteur d'un projet, on investit. Et donc je ne jette pas la pierre à ces porteurs de projets qui ont fait ce choix-là. Maintenant, effectivement, il y a une question à se poser par rapport à ça. Moi, je crois que c'était le thème de cette table ronde, mais on gagnera toujours à plus communiquer. Donc, les premiers à convaincre, c'est les élus municipaux. C'est à travers Louis Potrel qui est ici, c'est à eux, on doit d'abord les convaincre. Quand vous avez d'emblée une municipalité qui n'est pas convaincue de votre projet, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué parce qu'ils ne seront pas les relais nécessaires. J'ai vécu dans un autre domaine, moi, l'installation d'un parc éolien tout près de chez moi, puisque je suis l'exploitation la plus proche des éoliennes. La commune, elle a été vraiment partie prenante. D'ailleurs, elles sont implantées sur des terres communales. Ça n'a l'air de rien, mais ça a clos certains débats entre le fait que lorsque c'est sur une propriété privée, un agriculteur, bah, tout de suite, c'est lui qui va ramasser la galette. Donc, franchement, ça a permis déjà d'étouffer au moins ce débat-là. Et la commune a plutôt bien géré la chose en expliquant et en faisant venir très tôt dans le débat l'installateur, de manière à bien comprendre les choses. Juste un point sur les éoliennes, et moi c'était la seule vigilance que j'ai demandé en tant qu'agriculteur voisin, c'était de faire en sorte que ce parc éolien-là ne soit pas posé sur des failles géologiques, sur des problèmes de conductivité du courant. Alors là, si vous laissez faire ça, il faut absolument que ces chantiers-là, lorsqu'on est dans la mise en place, ils soient bien menés, qu'il y ait un géobiologue qui suive l'affaire. Parce que là, on peut effectivement, et il y a des éoliennes qui posent problème parce qu'elles perturbent parfois l'environnement, y compris nos élevages. Donc attention à ça. Mais c'était la seule vigilance que j'ai eue. Après, l'aspect visuel, c'est à chacun de l'apprécier. Mais voilà. C'était juste ça. Oui, alors Alexis, vous souhaitez peut-être réagir un petit peu par rapport à cette question sur l'importance ou pas de mettre les acteurs devant leurs obligations ou des obligations ou des devoirs en tout cas. Oui, d'autant qu'il a été évoqué plusieurs fois la notion d'ampleur, de taille des projets. Nous participons par exemple aux échanges avec les consortiums qui sont candidats
pour les appels d'offres de type éolien en mer. En clair, ils viennent nous exposer en visio leur projet. Nous les challengeons sur le côté environnemental. Et ils sont de toute façon obligés de le faire à ce niveau-là. Et donc, ça a une vertu. Nous ne sommes évidemment pas les seuls à être leurs interlocuteurs dans ce domaine. Et donc, le projet est obligé d'inclure une partie, entre guillemets, retour citoyen de ce que nous pouvons leur apporter. Au niveau des méthanisations, puisque c'était l'exemple, bon, j'ai lu et entendu récemment je reprends le terme qui était dans la petite vidéo au début, la personne qui disait « je suis fier d'être agriculteur ». Voilà. Alors, je souscris totalement. Pour moi, c'est un fabuleux métier. Il y a un mot qui est en train d'apparaître en ce moment. On parle d'énergiculteur. Oui. Bon, certains trouvent intérêt financier, mais également de développement économique de leur partie agricole, à se lancer dans de la méthanisation qu'on peut qualifier d'industrielle. Bon, là, je reviens à nos points de vigilance. Oui, mais il ne faut pas que le point de vigilance, on en revient toujours à la même question, il ne faut pas que le point de vigilance soit toujours le point qui fait que les choses n'avancent pas. Non, mais là, ça ce n'est bloque. pas une question d'avance pas, c'est une question de risque. D'accord. Maîtrise du projet sur 10 ans, on les connaît, les risques, puisqu'ils arrivent, pas sans arrêt, mais régulièrement, les fuites, les épandements. La qualité des digestats, ça a été évoqué. Oui, là, c'est évoqué, tout à fait, bien sûr. Quand on commence à atteindre une certaine taille dans une zone qui n'a pas été forcément complètement travaillée, on peut se retrouver avec des arrivées de produits dans le méthaniseur qui ne ressemblent pas grand-chose à de l'effluent agricole. Donc, juste point de vigilance, autant je trouve ça comme une bonne méthode quand c'est maîtrisé de taille, on va dire, humaine. Dès que ça commence à devenir, finalement, je vais devenir énergiculteur, puis la part agricole, bon, on verra. Point de vigilance. De la même manière, je termine, avec le photovoltaïque, l'agrivoltaïsme, ça a été évoqué, la surenchère au niveau loyer, foncier, etc., on va se retrouver rapidement avec des problèmes même de transmission d'exploitation à un moment donné, si ça continue. On est d'accord, et en tout cas, je pense que vos collègues ici présents sur cette table ronde peut-être partagent ces points de vigilance. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne, ces points de vigilance, le blocage de tout, quoi. C'est parce qu'on est dans une société des risques, où aujourd'hui, il y a des risques partout. Dès qu'on fait quelque chose, il y a un risque. Et aujourd'hui, on n'ose plus faire grand-chose parce qu'on nous dit, attention, vous prenez un risque, monsieur. Il y a des gens qui sont d'ailleurs spécialisés dans le fait de vous annoncer qu'il y a un risque, ne serait-ce qu'à venir sur cette table ronde, par exemple. Après, c'est un vrai sujet, hein. Énergie, alimentation, mais moi j'embarque aussi la question des matériaux. Voilà. Et donc forcément, on a une trajectoire nouvelle à imaginer sur l'utilisation des sols donc agricoles ou naturels en Bretagne et ailleurs. C'est qu'à un moment, de toute façon, on importe énormément de matériaux, énormément d'énergie. Si on veut relocaliser, ça va donc forcément nécessiter un débat sur l'affectation de l'usage des sols. Et ça, aujourd'hui, on sent beaucoup de crispation. On n'est pas prêt à ouvrir ce débat-là. Donc, effectivement, il y a des risques, mais justement, il faut qu'on arrive à trouver les conditions du débat pour trouver une position partagée sur cette nouvelle affectation de l'usage des sols. Et je sais qu'en disant ça, je jette un pavé dans la mare parce que à chaque fois que je dis il va falloir peut-être moins produire d'alimentation en Bretagne pour produire plus d'énergie et pour produire plus de matériaux, tout de suite, ceux qui sont en place disent on ne pourra pas changer. Il va falloir changer, mais il faut qu'on le fasse de manière démocratique et surtout en disant quelles sont les opportunités et aussi peut-être les risques et qu'on trouve la bonne trajectoire acceptée par le plus grand nombre. C'est assez chaud ce que vous dites parce qu'on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, hein. Parlons de souveraineté énergétique, parlons de souveraineté en termes de matériaux. Dès qu'il y a des enjeux autour de l'acier, des métaux, on voit bien qu'aujourd'hui, nos économies, elles sont fragiles. Pour être moins vulnérables, il faut être plus autonome sur l'énergie, sur les matériaux, comme sur l'alimentation. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question peut-être dans le public, monsieur? Voilà, bonjour. Présentez-vous et n'hésitez pas à interpeller un de nos intervenants et on va conclure. Oui, bonjour, Damien Lepiouf. Alors moi je travaille pour une société privée, mais je vais me présenter plutôt en tant que représentant de la filière, en tout cas éolienne sur la région. On a évoqué tout à l'heure la loi d'accélération. Il y a du bon et du moins bon. En tout cas, ce qui est intéressant, en tout cas pour nous là-dedans, c'est que l'avis des élus
commune, petite commune, justement, va être pris en compte dans cette loi-là, parce qu'on ne pourra plus faire un projet sans avis conforme des élus sur les territoires. Donc voilà, ça va quand même remettre à la fois déjà de la concertation locale pour valider ces sites-là et pour travailler ces projets voilà, par la suite, quoi. Donc on va plutôt dans le bon sens pour vous. Exactement. Voilà. Même si ça va prendre du temps, parce que demain, on parle de ça, c'est déjà aujourd'hui, hein, la loi a été prise, a été faite voilà, au mois de juin, les élus sont censés valider des sites favorables pour le 31 décembre, on sait déjà que ça va aller sur 2024, donc en attendant, bon, voilà, il faut continuer des projets, mais ce sont des actes qui sont quand même très favorables pour la filière, parce qu'on est censé arriver sur les territoires qui sont, on va dire, convaincus par les énergies, que ce soit sur le grand solaire, sur le grand éolien ou ici la méthanisation, quoi. Et en tant que représentant de la filière que vous évoquiez, donc de l'éolien plutôt, c'est ça, vous avez le sentiment que vos collègues, ceux que vous représentez quelque part ici même, sont particulièrement sensibles à la volonté d'obtenir le consensus et de ne pas faire les choses, on va dire, le plus discrètement possible, de façon à faire en sorte d'avancer très rapidement. Parce qu'il y a aussi des raisons économiques. Si on veut avancer, en fait, on veut avancer très vite parce qu'on veut également faire en sorte d'avoir un coût pas trop élevé de la mise en place du projet, quoi. J'ai envie de répondre que, comme je crois que c'est M. Remarque qui l'a dit tout à l'heure, il y a une charte éthique dont la plupart, voire tous les développeurs sont censés avoir signé, sont censés respecter. Moi, j'ai souvenir d'il y a quelques années où j'ai voulu travailler avec François Gérard sur le territoire Maine-et-Loire, où on était passé par les élus, finalement favorables, et puis on arrive sur le terrain, le foncier était signé. Donc ça se passera toujours. La plupart, aujourd'hui, on tend justement à pousser pour que les territoires soient vraiment... enfin, on arrive sur les territoires voilà, où il y a un réel ancrage local et on travaille en partenariat avec eux, main dans la main. Il y aura toujours, comme tout secteur, des sociétés qui ne respecteront pas forcément les règles. Mais voilà, on tend pour pousser à travailler avec les territoires. Voilà. Très bien. Là aussi, la nécessité d'avoir des contrôles, on en a parlé également hier, de la nécessité d'avoir plus de contrôles, qui permet aussi de peut-être obtenir de meilleures réalisations et encore une fois, une meilleure acceptabilité sociétale. On fait un rapide tour de table pour la conclusion. Quelques mots de conclusion avec vous, Frédéric Chevalier. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cet échange? Écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire simplement, c'est que je souhaite que la Bretagne et plus généralement l'Ouest reste une terre d'élevage et qu'on maintienne la production telle qu'elle est aujourd'hui. On participera à notre manière, parce qu'on occupe le territoire, à la production d'énergie, mais je ne crois pas qu'il faut qu'on le fasse au détriment de la production alimentaire et de la manière dont on le fait actuellement en Bretagne. François Girard, quelques mots également de conclusion. Ça va dans le bon sens? Vous êtes quelque part un modèle à suivre? Alors, je ne sais pas sur un modèle, mais effectivement, j'invite ceux qui nous entendent ou ceux qui nous verront qu'ils se mobilisent collectivement pour s'impliquer vraiment dans la production des ENR et plus généralement dans la transition énergétique. Très bien. Louis Potrel, vous qui nous avez dit tout à l'heure que vous voyez passer les canalisations du réseau gaz, mais parfois, voilà, vous les voyez passer uniquement, quoi. Oui, alors moi, on doit rester vigilant par rapport aux différents projets. Oui à la production d'énergie renouvelable, mais avec une attention particulière pour l'agriculture et notamment la préservation de l'élevage, parce que sinon on va aller vers du tout maïs et je ne suis pas convaincu que ça sera forcément positif, et avec également une préoccupation par rapport aux effets du réchauffement climatique, l'érosion des sols. Et il faut savoir que les sols, ça traverse là qu'il y a du pâturage, mais il y a également aussi des céréales. Très bien. Alexis Jarreau de France Nature Environnement. Ce que je retiens de l'agréable discussion que nous avons eue, c'est qu'il y a quand même une conscience des enjeux et une vraie volonté d'avancer ensemble, au moins parmi les personnes qui étaient là. Donc nous, on est là pour porter la voix de la nature. C'est un grand mot qui, comme ça, ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on sera toujours disponible pour venir discuter, monter ensemble des projets dans ces énergies renouvelables que nous défendons, et j'insiste, juste pas n'importe comment. Très bien, merci Dominique Ramard pour conclure également.
Alors, deux petites choses. Il y a effectivement une loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable qui vient de passer et qui responsabilise les élus, notamment les maires. Moi, j'invite mes collègues maires à ne pas en fait réfléchir à ces sujets-là seuls. Il faut absolument en parler avec les communes voisines et à l'échelle de l'intercommunalité pour se donner une trajectoire de développement des énergies renouvelables qui soit acceptée par le plus grand nombre. Et le deuxième mot de conclusion pour moi, c'est comment est-ce qu'on va gérer le temps. La question, en fait, il y a à la fois une urgence climatique et donc il faut qu'on aille vite, mais il faut aussi qu'on se donne le temps pour la concertation, pour qu'il y ait de l'acceptation. Et mon dilemme aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va gérer ces deux temporalités différentes, le besoin d'aller vite parce qu'on est aujourd'hui en plein bouleversement climatique, mais on a aussi besoin de veiller à ce que démocratiquement, on décide de la réponse à y apporter. Merci au public d'avoir participé. Vous pouvez vous applaudir. Voilà. Merci aux intervenants qui ont échangé en toute sympathie et avec beaucoup de fair play. Voilà. Merci à vous tous. Très belle journée sur le Space et faites le plein d'infos ici pour demain faire le plein d'énergie. À bientôt.